Depuis ce matin, des sociétés d'État présentent leur rapport de gestion et leur situation financière. La 25e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État s'est ouverte dans une atmosphère de satisfaction globale. Sur 21 entreprises, 8 sont jugées déficitaires au titre de l'année 2016. Dans ce journal, nous nous intéressons à cet incident survenu hier à Radio Omega. Des artistes musiciens ont pris à partie un animateur de cette radio sous prétexte que celui-ci n'accordait pas assez d'espace à la musique burkinabé dans ses émissions. En réaction, la direction de Radio Omega annonce qu'elle va régler cette affaire par la voie judiciaire. Des heureux, mais surtout des malheureux au premier tour du baccalauréat session 2017, selon les premiers résultats tombés ce 29 juin. Seulement 16% de taux d'admission au premier tour. C'est le résultat d'un des centres de composition à Ouagadougou. Ambiance de la proclamation de ces résultats dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction de Kosiam, où le président du FASO a reçu ce jeudi une délégation de parlementaires africains et des acteurs de la nutrition. Ils sont à Ouagadougou dans le cadre d'un séminaire interparlementaire dont le thème est relatif à la lutte contre la malnutrition. Auprès du chef de l'État, ils ont plaidé pour la prise en compte de la nutrition dans les projets de développement au Burkina Faso. Pawadrogo Jean Zongo et Zalissa Sanfo. Des parlementaires de la sous-région et acteurs du domaine de la nutrition chez le président du FASO. Ils plaident pour qu'une place de choix soit accordée à la nutrition, qui constitue selon eux un problème de santé publique, mais pas seulement. Notre Afrique de l'Ouest et du Centre, malheureusement, près d'un tiers des enfants souffrent de malnutrition, particulièrement la malnutrition chronique, qui impacte le développement cérébral et donc qui impacte le développement de la personne tout entière, donc avec le risque d'un retentissement important sur l'économie du pays, sur le développement du pays. On dit que la nutrition est le moteur du développement, que chaque dollar investi dans la nutrition rapporte 16 $ au pays. Cette visite intervient dans le cadre du séminaire interparlementaire sur la nutrition qui se tient à Ouagadougou. Et les acteurs attendent beaucoup de ces parlementaires. Ce que peuvent faire les parlementaires, ils peuvent intervenir essentiellement à deux niveaux. Au niveau des lois, bien sûr. Certaines lois sont indispensables pour une bonne nutrition. On parle, par exemple, du code sur le marketing des substituts du lait maternel. On parle de la loi sur l'iodation du sel alimentaire et d'autres lois encore. Ils peuvent jouer un rôle fondamental au niveau du budget de l'État. C'est un séminaire qui rassemble 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et les acteurs espèrent que de cette rencontre sortiront des décisions fortes qui permettront de réduire la malnutrition partout, en Afrique et dans le monde. La traditionnelle Assemblée générale des sociétés d'État a débuté ce matin à Ouagadougou. 21 entreprises, dont 19 sociétés d'État et 2 établissements publics de prévoyance sociale vont présenter leur rapport de gestion et leur situation financière au titre de l'année 2016. Rappelons que cet exercice répond à l'obligation de redevabilité de la part des sociétés d'État. Urbe Benito Somé et Yarkiteda. 21 entreprises de l'État appelées à la barre pour rendre compte de leur gestion et état financier au titre de l'exercice 2016. En dépit de la morosité de l'économie mondiale en 2016, et marquée au plan national par différentes péripéties, dont les multiples attaques terroristes, les sociétés d'État dans leur ensemble ont aussi tiré leur épingle du jeu. Je note avec satisfaction que nos entreprises ont réalisé un résultat net positif cumulé de 109,06 milliards de francs CFA en 2016 contre 82,452 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 32,27% entre 2015 et 2016 en valeur relative et 26,608 milliards de francs CFA en valeur absolue, dû surtout à l'amélioration du résultat net de la Sonabel, qui est passé d'un déficit de 17,695 milliards de francs CFA en 2015 à un bénéfice de 5,147 milliards de francs CFA
en 2016. La contribution des entreprises publiques au budget national est de 215 milliards de francs CFA en 2016 contre 196 en 2015. Cependant, force est de reconnaître que 5 entreprises ont connu une baisse de leur volume d'activité et 8 autres sont déficitaires, au nombre desquelles la Sogemab, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Notre déficit est lié au fait que les missions qui sont les nôtres ne sont pas respectées et que des contrats ne nous sont pas confiés, notamment pour les achats d'équipements. De façon générale, c'est dû au fait que ce sont donc des structures qui sont des maîtrises d'ouvrage publics délégués. Voyez-vous, c'est spécifique. Et nous allons donc prendre des résolutions face à ça pour leur permettre d'être bénéficiaires comme les autres. Et cette 25e session doit justement, en plus d'examiner les rapports de gestion et des états financiers, permettre d'améliorer la gouvernance et de trouver la solution aux difficultés afin de permettre aux 8 entreprises de quitter la zone rouge. Le Burkina Faso, déclaré éligible pour un second compact du Millennium Challenge Account, a mis en place une unité de coordination pour la formulation de ce deuxième compact. Cette unité a rencontré aujourd'hui les acteurs étatiques et non étatiques pour jeter les bases des projets devant bénéficier des fonds du MCA. L'unité de formulation du second compact a 2 ans pour identifier les différents projets. Moussa Ouedraogo, Ismaël Duloma, Sirima. Déclaré éligible pour bénéficier d'un second compact du Millennium Challenge Account, le Burkina Faso doit à présent élaborer des projets. Et cette rencontre qui réunit les acteurs étatiques et non étatiques vise à identifier les contraintes qui freinent la croissance économique. La rencontre va statuer également sur 8 domaines d'intervention prévus pour le second compact. À ce niveau, on note le secteur de l'eau, de l'énergie, des routes et de l'éducation. Pour l'instant, on ne peut pas encore dire, bon, ok, on va intervenir dans telle région ou dans telle autre région. C'est à l'issue du diagnostic et de l'identification des contraintes qu'on pourra maintenant donc cibler les contraintes sur lesquelles nous allons travailler. Et c'est ça qui va donner lieu plus tard à la spécification des zones d'intervention. C'est après tous ces travaux que l'administration du Millennium Challenge Account va statuer pour octroyer les fonds au Burkina. C'est un fort outil dans nos relations bilatérales. Ça fait aussi une priorité du gouvernement américain, c'est-à-dire de soutenir la croissance économique équitable. L'ensemble des travaux d'élaboration des projets du second compact vont durer 2 ans. C'est après cette échéance que la mise en œuvre effective du compact aura lieu. Le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso a été lancé ce 29 juin à Ouagadougou. Ce programme devra contribuer à la sécurisation et au développement des zones frontalières. La cérémonie a été marquée par la signature de l'accord d'entente spécifique entre l'Union européenne et l'État burkinabé. Un autre contrat d'exécution a été signé entre le ministère en charge de l'administration territoriale et la GIZ. Plus de précisions avec Alidou Bazini et Aimé Solange Guigma. Cette signature de l'accord d'entente spécifique entre l'Union européenne et l'État burkinabé et du contrat d'exécution avec la GIZ marque le lancement officiel du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers du Burkina Faso, PROGEF. D'une durée de 4 ans, ce programme vise à contribuer à la stabilisation du pays et à prévenir la radicalisation dans les espaces frontaliers avec le Mali et le Niger à travers le développement des secteurs socio-économiques. Et ce projet est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, le gouvernement a adopté un programme d'urgence pour le Sahel. Cela veut dire que toutes les réalisations vont contribuer à renforcer ce programme qui est très important en matière d'infrastructures sanitaires, en matière d'infrastructures routières, en matière de présence de l'État et de la lisibilité de l'État dans ses frontières. Il s'agit également de promouvoir la gestion de la migration et la bonne gouvernance. Financé par l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne, d'un coût global de 30 millions d'euros, ce programme doit améliorer le contrôle et la sécurité des frontières. Récemment, j'ai pu passer une soirée à Gorom Gorom et là, on a pu sentir le degré jusqu'à que la population se sentait sous pression et ont besoin de soutien. Et je dirais, ce matin, on voit un message fort de coopération, de solidarité et de confiance. On sait tous
les défis qui se posent aux frontières, notamment des défis de sécurité, des défis de développement, des défis de services publics pour les populations. Et donc nous avons souhaité, les pays de l'Union européenne, accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de sa stratégie. La remise de 2 véhicules au secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières a mis fin à cette cérémonie. À l'Assemblée nationale, ce 29 juin, 2 projets de loi ont été soumis à l'examen des députés. Ces projets de loi sont relatifs au code de procédure pénale. Ils ont suscité beaucoup de débats entre les députés et le gouvernement, mais au finish, c'est à l'unanimité que les députés ont adopté ces projets de loi. Adama Giti, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Adopté à l'unanimité. C'est fait. Le code de procédure pénale est voté à l'unanimité par les 80 députés votants. Appelé à examiner également la loi portant organisation, fonctionnement et procédures applicables devant la chambre criminelle, le Parlement burkinabé vient de donner son quitus. La chambre criminelle, c'est la chambre qui juge les infractions les plus graves, ce qu'on appelle les crimes. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la suppression des jurés. La plupart des jurés qui venaient n'avaient pas un niveau suffisant pour permettre d'appréhender les concepts juridiques, de sorte qu'il revenait pratiquement aux magistrats de jouer à les faire comprendre, ce qui pouvait être ininfluent. Donc en les supprimant, nous avons aussi prévu justement la voie de l'appel. Concernant la suppression des jurés, on note une seule voix discordante. Lorsqu'on en vient à supprimer les jurés, on supprime du coup le jury populaire. Donc on éloigne la justice du peuple. Notre objectif, c'est d'être de démontrer et de faire comprendre au gouvernement que même s'il y a nécessité de faire évoluer les textes, la question des jurés peut trouver une solution. Venu donner de plus amples éclairages avant le vote, c'est un ministre de la Justice satisfait malgré les débats suscités par ces 2 lois. C'est une loi qui vise à introduire de nouvelles techniques d'enquête qui vont nous permettre d'être plus efficaces et à réglementer aussi certaines situations, notamment les écoutes téléphoniques. Également l'interception des communications par voie électronique, tout ça, la captation de données informatiques, qui sont des éléments aujourd'hui avec certaines infractions comme le terrorisme, comme le grand banditisme, qui sont nécessaires. Ces lois qui viennent d'être votées vont permettre à l'appareil judiciaire de combattre les infractions et autres manquements graves qui viendraient à être constatés. La structure Développement Média International a mené une étude sur l'impact de la communication sur les indicateurs de santé, dénommée essai randomisé sur la mortalité infantile à travers la communication. Les résultats de cette étude ont été présentés ce jeudi à Ouagadougou. Des résultats qui révèlent que grâce à la communication, le taux de fréquentation des centres de santé a augmenté de 35%. Paul David Bambara et Oumou Sissi. Selon Développement Média International DMI, le changement de comportement par la communication est une réalité. Il en veut pour preuve l'impact significatif sur les indicateurs de santé, un impact prouvé par l'essai randomisé contrôlé sur la réduction de la mortalité infantile. L'étude scientifique a démontré, a prouvé statistiquement que la campagne de communication de DMI avec nos partenaires radiophoniques a pu augmenter de 35% la fréquentation des centres de santé de premiers soins pour le traitement de paludisme, diarrhée aiguë et infections respiratoires. Cette augmentation se traduit par une réduction de 6% dans les zones d'intervention du taux de mortalité infantile. L'action de DMI est orientée vers le changement de comportement et l'amélioration des conditions de vie des populations des pays en développement. Les moyens utilisés sont des campagnes radio et télé, ainsi que des vidéos sur les téléphones portables. C'est la preuve que nous pouvons avoir aujourd'hui des changements de comportement par une communication bien appropriée et bien ciblée. Et dans le cadre notamment de la lutte pour réduire la mortalité, je pense que cette approche-là est une approche qu'il faut saluer. Pour la campagne sur la santé maternelle et infantile, par exemple, DMI Burkina a travaillé avec plusieurs radios partenaires, dont les radios Voix du paysan de Waïguya,
le Tamu de Solenzo et Radio Mouniou de Banfora. La nouvelle de Frère La Chronique depuis hier, des artistes musiciens se sont négativement illustrés en prenant à partie un animateur de radio. Ahmed Kossa de Radio Omega, en pleine émission, a été expulsé manu militari par ces artistes membres de la Kora BF, la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso. En réaction, on apprend ce soir que la direction de Radio Omega a choisi la voie judiciaire pour régler cette affaire. Plus de précisions avec Roger Kam et Aruna Mari. Radio Omega porte plainte contre la Kora BF, la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso. Une plainte déposée en bonne et due forme suite à l'incident survenu mercredi dans la matinée entre Ahmed Kossa et les membres de la coalition. L'animateur de l'émission Interconnexion s'est vu empêché de faire son travail. En témoigne cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je rentre en studio pour préparer mon émission, mon conducteur, tout et tout. Et finalement, des artistes, la personne de Petit et Docteur, de Bamradi, et d'autres artistes dont je ne maîtrise pas les noms, qui font éruption dans le studio de la radio et qui me disent pas question que j'anime, pas question que je prenne le micro. Je voulais m'asseoir de force, ils ont commencé à me tirer. L'incident émeut toujours la hiérarchie qui condamne l'attitude de la Kora BF. Nous tenons vraiment à condamner ce qui s'est passé. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts à tout. Nous diffusons suffisamment de musique burkinabé, nous en faisons même assez. Nous respectons le quota légal et jamais aucune institution nous a interpellés par rapport à notre temps de diffusion de musique burkinabé, ni le CSC, ni le VDA nous a interpellés pour quoi que ce soit. Pour cela, nous avons jugé utile donc de porter plainte. Nous l'avons fait depuis hier soir. Pour le ministre de la Communication, de tels comportements sont inacceptables. S'il est avéré effectivement qu'il y a eu une force physique ou une violence exercée contre Ahmed Kossa, je voudrais ici appeler de toutes mes forces à ce que ces personnes qui ont posé ces actes-là soient sanctionnées. Parce que je pense qu'il n'est pas normal que nous puissions porter atteinte à des personnes dans le cadre de leur travail. C'est vrai pour les médecins lorsqu'ils sont agressés dans le cadre du travail. C'est vrai pour chacun d'entre nous lorsque nous travaillons, nous participons à ce développement-là. Après le tollé suscité par cette descente de la Kora BF dans les locaux de la radio Omega, la coalition fait aujourd'hui profil bas. Nous regrettons ce qui est arrivé, surtout l'incident, et nous réitérons nos excuses officielles à l'endroit de la direction de la radio Omega et à tout son personnel. Mais, cela dit, nous n'allons jamais marchander notre combat pour la diffusion de la musique burkinabé au Burkina Faso. Ahmed Kossa n'est pas le seul dans le viseur de la Kora BF. Il est aussi reproché à d'autres animateurs, en l'occurrence Sams Kadodja, de ne pas respecter le quota dans son émission Positive Vibration. Autre point de l'actualité, le baccalauréat session 2017 a livré le verdict du premier tour ce 29 juin. Au lycée Philippe Zenda Kabouré, où une de nos équipes s'est rendue, le premier tour du bac a surtout fait des malheureux. Sur l'ensemble des 5 jurys de ce centre d'examen, le taux de succès est de 16%. Naturellement, c'est un résultat jugé non satisfaisant par les premiers responsables de ce centre de composition. Voyons l'ambiance de la proclamation des résultats avec Rasmani Zoundi et Draman Guéni. Jour de proclamation des résultats du baccalauréat au lycée Philippe Zenda Kabouré. Assis à même le sol, les candidats attendent avec anxiété, les regards fuyants. Et c'est l'heure de la proclamation. Des cris de joie, mais aussi des pleurs. Le verdict de 9 mois de dur labeur vient de tomber. La mention que je voulais. Mention bien. Oui. Ouais, je suis très contente, vraiment. Mention assez bien. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. On est venu l'année prochaine. En tout cas, c'est comme ça. C'est un examen. Ça se passe comme ça. Le taux de succès au premier tour ici au centre du lycée Philippe Zenda Kabouré est estimé à 16% selon le président du centre. Pour lui, ces résultats sont insatisfaisants au regard du nombre de candidats qui se chiffre à plus de 1200. Bon, à vrai dire, je ne suis pas content. Quand
Vous avez un centre de 1293 élèves et il n'y a que 370 qui ont eu. Et tu es éducateur. Bon, c'est très difficile. Nous avions 5 jurys. Alors, quand j'ai fait le total de nos résultats, là, vraiment, je ne suis pas du tout content. Surtout que j'ai un jury qui a 16% de succès. Vraiment, en tant que parent même, là, c'est beaucoup dérangeant. La composition des épreuves du second tour est prévue pour le lundi 3 juillet prochain. En attendant, un retour aux différentes révisions des matières concernées par cette ultime phase s'impose aux 279 candidats encore en lice. Et quant aux résultats du certificat d'études primaires, ils sont connus depuis quelques jours. Et pour cet examen, les résultats sont plutôt satisfaisants puisque des écoles ont même fait un taux d'admission de 100%. Et c'est le cas de l'école publique du groupement d'Atieri, une école logée au camp Babassi de Ouagadougou. Comment cette école s'est-elle organisée pour faire un taux de 100% au CEP? Élément de réponse avec Adama Guiti et Estelle Judith Assorva. 73 élèves présentés au CEP, 73 admis. L'école du groupement d'artillerie A du camp général Babassi obtient ici un record de 100% au certificat d'études primaires, session 2017. Un résultat qui fait aujourd'hui la fierté des élèves, parents d'élèves et encadreurs. C'est une très grande joie de savoir que les élèves avec qui on a partagé cette année scolaire ont tous réussi. Parce que pour nous, la classe de CM2, c'est la vitrine de notre école. Cette chevauchée est à mettre à l'actif de cette dame, Josiane Nikiema. Je connais les élèves et dès le CP2, là, les élèves travaillaient en groupe. Les chefs de groupe corrigeaient les cahiers des autres parce qu'ils étaient nombreux. L'année passée au CM1, on était 103. 103, je ne peux pas corriger 103 cahiers seuls. Donc c'est avec les groupes formés là qu'on travaillait ensemble et puis bon, on a eu ces résultats. Les élèves même ont reçu un certificat de félicitations. Les samedis et la période des congés, l'enseignante met ses jours à profit dans l'encadrement de ses élèves, question d'avoir une longueur d'avance et également de lui permettre de corriger les lacunes de certains élèves. La maîtresse, elle a beaucoup travaillé. Jour de 31 même, là, on est venu à l'école. On fait beaucoup d'exercices. On n'a pas eu de repos jusqu'à présent. Pour tester le niveau des élèves, des évaluations régulières sont organisées avec le concours de ses collaborateurs. Nous organisons des examens blancs chaque fois, 2 fois dans le mois. Un examen blanc corrigé premièrement par la maîtresse et un deuxième examen blanc pris en charge par tous les enseignants de l'école qui nous permet d'avoir le niveau réel de la classe. Outre les cours, les travaux dirigés et les examens blancs, Josiane Nikiema ne tarit pas de conseils à l'endroit de ses élèves. Quand on donne un sujet, il faut lire plusieurs fois, souligner les verbes qui sont dans, que ce soit en problème ou bien en français, voilà, surtout en grammaire, conjugaison et puis vocabulaire là. Normalement, tout le monde doit avoir la moyenne. Peut-être en intelligence du texte. Et Dieu merci, les enfants m'ont écouté. Josiane Nikiema a aujourd'hui 21 ans d'expérience dans l'enseignement. Et ce n'est pas la première fois qu'elle obtient de tels résultats. En 2002, par exemple, elle reçoit une lettre de félicitations de son supérieur hiérarchique. Pour elle, la clé de la réussite, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Voilà, commencer tôt et puis surtout si ce sont tes élèves, c'est mieux. Sinon, bon, il y a d'autres qui prennent des promotions, ils laissent et quand une autre maîtresse ou bien un maître prend, tu as des difficultés, tu ne connais pas les enfants. Mais si tu commences dès le CPA avec eux, c'est vraiment important et intéressant. Selon le directeur de l'école, les résultats du CEP des 3 dernières années sont en progression. 92% en 2015, 97% en 2016 et 100% cette année. Un résultat que l'établissement souhaite garder.
Et l'exemple de cette école contraste bien avec celui de Maon au département de Kangala. C'est dans le Kénédougou. On en parlait dans nos éditions d'hier. Cette école a fait 0% d'admis au CEP cette année. Le reportage de la RTB sur cet échec a suscité la réaction de la première responsable provinciale de l'éducation nationale qui regrette la situation avant de situer les responsabilités. On l'écoute au micro d'Hassan Gourabou et Ali Traouri. Suite à notre reportage sur les causes de l'échec à l'école Mahon B au CEP cette année, les acteurs de l'éducation sortent de leur silence. Tout en déplorant la situation, la directrice en charge de l'éducation de la province du Kénédougou rejette en partie la faute sur ses collaborateurs directs. Je voudrais profiter d'abord de votre micro pour déplorer ces mauvais résultats, ce qui est arrivé à Mahon B. Vraiment, je n'ai jamais été informée que l'école avait des difficultés en cours d'année. Parce que l'inspecteur devait me rendre compte si c'était le cas. Mais malheureusement, face aux résultats, je suppose qu'effectivement, il y a eu quelques difficultés quelque part. Cependant, Sita Sagnon pense qu'on doit attendre le rapport du chef de circonscription de l'éducation de base de Kangala afin de situer les responsabilités. Nous attendions le rapport du CCEB, le chef de circonscription d'éducation de base, qui est notre répondant sur le terrain. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de communication suffisante entre ceux du terrain et moi-même qui suis la première responsable. Parce que durant toute l'année scolaire, en aucun moment, il ne m'a été signifié que cette école traversait des problèmes pédagogiques pour que nous puissions leur venir au secours. Malgré ce taux de réussite, la DPNA a par ailleurs félicité la province du Kénédougou, dont relève Mahon B. En effet, cette province a fait un taux de réussite de plus de 70% au CEP 2017. Autre point de l'actualité, désormais, il y aura plus de football et surtout des matchs en direct sur les antennes de la RTB. Une convention dans ce sens a été signée entre la Fédération burkinabé de football et la radiodiffusion télévision du Burkina. Ce nouvel élan de partenariat est ainsi lancé au bonheur des acteurs du football et des téléspectateurs de la chaîne au cœur des grands événements. Nongba Kouda et Kalfa Ouattara. C'est la formalisation d'un partenariat qui a déjà produit ses effets. Le mariage FBF-RTB est une union aux multiples raisons. La RTB, dans son souci constant d'accompagnement et de promotion du sport, a posé effectivement avec la fédération les bases d'un partenariat novateur et dynamique en 2015, avec pour ambition de permettre à la fédération de promouvoir et mieux faire connaître le championnat et le football burkinabé, mais aussi mieux vendre des produits compétitifs et à la RTB d'enrichir sa grille des programmes. Grâce à un partenariat dont la portée est sans commune mesure, la Fédération burkinabé de football et la radiodiffusion télévision nationale du Burkina répondent pleinement à leur mission de service public et à leur vision commune de promouvoir le football par les médias. Ces ceintures visent alors à faire plus dans la promotion du football burkinabé. La RTB et la FBF, tirant les conséquences du déroulement du partenariat en 2015, ont décidé de revoir à la hausse le nombre de matchs à retransmettre, passant de 15 à 24 matchs pour la saison en cours. Et Sita Sangaré de vouloir davantage de la chaîne toujours au cœur des grands événements. Pour que le tableau soit complet, il serait souhaitable que la RTB ouvre davantage son plateau au football et qu'elle favorise des tribunes d'écoute et d'échange après certaines retransmissions de matchs, de manière à permettre aux Burkinabés de mieux participer à la vie du football et à accroître davantage leur passion pour le sport roi. Le football, c'est du spectacle et la RTB se fera le plaisir d'offrir encore et encore des spectacles à ses téléspectateurs. Actualité à l'international avec tout d'abord cette brève. Le président de la transition, Michel Kafando, a officiellement entamé sa nouvelle mission d'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi. Le nouveau médiateur dans la crise burundaise a déjà rencontré les protagonistes de la crise politique qui secoue ce pays depuis des années. Michel Kafando a eu aujourd'hui un tête-à-tête avec le président Pierre Nkurunziza. Le nouveau médiateur avoue ne pas avoir de baguette magique, mais promet de mettre son expérience de diplomate et d'ancien président au service de la paix au Burundi.
premier pays africain à utiliser une version générique du médicament le plus avancé contre le VIH-Sida. Ce médicament est purement pharmaceutique et il est vendu à un prix plus avantageux. Le Kenya a donc entamé la vulgarisation de ce médicament à travers le pays depuis quelques jours. La version générique et donc peu onéreuse du médicament le plus avancé contre le virus du VIH a été introduite au Kenya. Une première en Afrique où plus de 25 millions de personnes souffrent du sida, selon l'organisation United. Le dolutegravir est disponible sur le marché depuis quelques années. Il est largement utilisé dans les pays développés, mais son prix restait souvent trop élevé pour être acheté dans le cadre de programmes à grande échelle de lutte contre le sida menés dans les pays africains. Le Kenya a débuté le déploiement à travers le pays du DTG qui sera dans un premier temps administré gratuitement à 27 000 patients ne supportant pas les effets secondaires d'autres traitements. Le programme devra ensuite prendre plus d'ampleur. Des programmes similaires seront d'ailleurs lancés d'ici la fin de l'année au Nigeria et en Ouganda. Selon les chiffres de l'OMS publiés en 2015, sur les 37 millions de personnes vivant avec le sida dans le monde, 70% vivent en Afrique. Nous le disions à l'instant, Michel Kafando, ancien président de la transition, a entamé sa mission d'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Le sujet est à la une des quotidiens de ce jeudi. Les journaux sont également revenus sur la marche des policiers irradiés et le programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. La revue de presse est signée Vincent Tchendrebego. Programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. Pour Sidoya, c'est la réponse forte promise par Rochman Christian Kabore qui est en train de prendre progressivement forme. Avec les 16 milliards et demi de francs pour des crédits à des conditions défiant toute concurrence, le gouvernement s'est appuyé sur des fonds déjà existants avec l'avantage d'aller vite au lieu de vouloir réinventer la roue. C'est pourtant une démarche risquée, d'autant que les manquements précédemment constatés dans ces fonds n'ont pas été pris en compte. Malversation, manque de rigueur dans l'analyse des dossiers, favoritisme et faible taux de remboursement, relève Sidoya, qui conclut que dans un processus aussi important de la politique de l'emploi, un temps de réflexion n'est jamais de trop. Des policiers radiés, épouses et enfants en renfort sous une pluie battante pour une réintégration à la police nationale, nous rapporte le pays. Il va falloir que le président du Faso se prononce sur la réintégration des 136 fonctionnaires de police, affirme leur porte-parole dans les colonnes du journal. Un porte-parole qui, selon Aujourd'hui au Faso, a égratigné le Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation, qu'il juge incompétent dans la résolution de leurs problèmes. Michel Kafando au Burundi réussira-t-il là où les autres ont échoué, se demande le pays. Nombreux sont ceux qui ont laissé des plumes en tentant de mettre les protagonistes burundais sous le même arbre à palabres. Nul besoin de dire que c'est une mission difficile pour le nouvel envoyé spécial de l'ONU. Elle semble même impossible, ajoute l'observateur Palaga. Impossible car il n'y a pas de crise à résoudre au Burundi, en tout cas pas pour l'homme fort de Bujumbura qui croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que tout baigne même si c'est dans le sang. Et l'Obs de se demander ce que diable notre Mbabichel national est allé chercher loin des poules et des poussins de la ferme de Dayoupsi. Voilà, avant de se séparer, sachez que controverse à l'émission de débat contradictoire de la RTB a lieu ce soir. Sujet de débat, l'incidence des mouvements et autres remous sociaux sur le développement du Burkina Faso. Rendez-vous donc à 21h pour controverse dans une animation de Fousseni Kindo. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.